Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle session live. Nous sommes en direct sur internet, technologie extraordinaire. Nous allons inaugurer aujourd'hui le live version même programme toutes les semaines, une espèce de grand show qui commence à 12h30, 12h30, 1h. Bon, on essaiera de faire mieux la prochaine fois, il y a toujours des petits couacs techniques. Donc nous commencerons à 12h30, cinéma, série, voire globalement culture, mais tout ce qui est livres, BD, même jeux vidéo, c'est plus long, donc j'en ai moins souvent sous la main pour vous en parler. Mais si c'est le cas, bien évidemment, je vous en parlerai. En tout cas, ensuite, vous aurez une deuxième session à 14h, jeux vidéo. On va faire les démos, voilà, toutes les semaines, 12h30, 14h. On va enchaîner comme ça va être formidable. Et pour entraîner cette nouvelle formule d'émission, si vous voulez, nous allons commencer avec un rituel. Alors déjà, avec l'arrière-plan, vous pouvez voir qu'il y a un pseudo-rituel qui s'est installé. Je crois que depuis la première version live cinéma, là, ça doit être la 4e émission. Eh bien, c'est Obsession qui fait l'ouverture à chaque fois. Donc il y a déjà un rituel qui s'est installé sans qu'on fasse trop attention. Et j'en installe un autre qui pourra perdurer même quand ce film ne fera plus partie des news. Tac, l'instant. Alors, est-ce qu'on va pouvoir réussir? Est-ce que j'ai un système de filtrage qui fait qu'on ne voit rien? Si je mets devant ma tête, il l'efface. On peut le voir un peu derrière le micro. Le tout cinéma. Une espèce d'almanach. Et donc, nous allons choisir, pour la date du jour, la page qui correspond et voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là dans le monde du cinéma. Très rapidement, c'est pas non plus l'instant Wikipédia. Ça y ressemble un peu, mais pas tout à fait. Donc 16 juillet aujourd'hui. 16 juillet. Hop, on avance. Nous sommes sur des pages vertes. 16 juillet, qu'est-ce qu'on a comme événement? Le 16 juillet, nous avons, alors en termes de naissance, nous avons Barbara Stanwyck, Ginger Rogers, pour ceux qui connaissent un peu la comédie musicale des années lointaines. Né en 1911, vous vous rendez compte. Marc Esposito, je connais. Will Ferrell est né ce 16 juillet. On peut lui souhaiter bon anniversaire. Et nous avons la disparition de Patrick Devers, 82. Et c'est tout principalement. Voilà, et sinon en termes d'événements, on avait un magnifique film de Kubrick. Pardon, excusez-moi. Eyes Wide Shut, qui faisait l'événement. Donc ce jour-là, il est sorti. Il avait défrayé la chronique, celui-là. Hein, mine de rien, l'intimité d'un couple de stars, Nicole Kidman et Tom Cruise qui font l'affiche. C'était un peu, dans les médias, est-ce que vraiment ce que les gens voulaient voir, c'était leur intimité réelle? Je ne sais pas, mais en tout cas, on a fait monter la sauce de ce point de vue-là. Et bien entendu, c'est quand même un film de Kubrick, donc il y avait un sujet derrière. Et d'utiliser deux grandes stars de l'époque pour parler du couple, c'était pertinent. Le film n'est pas du tout... putassier ou voyeur de ce point de vue-là. Et il est au contraire très intéressant, je trouve, qu'il y a des choses, notamment sur la figure du personnage de Nicole Kidman, de sa, comment on peut appeler ça, sa manière de raconter son rapport à son compagnon, quasiment féministe, je trouve. À un moment, elle montre une... comment dire... Alors le film est quand même centré sur lui, donc vous voyez, hein, on n'est pas 100%. Mais en tout cas, la manière dont elle peut s'exprimer, parler de son désir, de son rapport à son mari, je trouvais qu'il y avait quelque chose de remarquable. Et le film, comme tous ces films, sont quand même ouf. C'est peut-être le seul pour moi où j'ai une réserve. Il y a une scène très longue autour d'un billard, je trouve, qui aurait pu être réduite. Mais sinon, dernier film quand même... très haut niveau. Voilà l'événement. On est bien tombé aujourd'hui. 16 juillet. Je vous ai détruit les oreilles. On va pouvoir attaquer les news. Vous savez, l'émission se découpe donc après
cette introduction, nous avons deux parties. Nous avons les news tout d'abord, sur les cinéma-séries et autre chose culturelle, hein, si je vois passer quelque chose qui me parle, paf, j'en parlerai, bien évidemment. Et ensuite, la partie plutôt critique avis, chose que j'ai pu voir depuis, là pour le coup, 15 jours, mais la prochaine fois, ce sera la dernière semaine, forcément. Voilà, je rajouterai au fur et à mesure, je vais essayer de rajouter de l'habillage et donc de vous mettre un mini générique, news, critique. Voilà, ça sera plus rythmé, ça sera plus sympa. Pour l'instant, on fait ça un peu au débeauté, mais on a quand même de magnifiques illustrations. Je vais pouvoir repasser en caméra normale. Tac, tac. Voilà. On verra mieux les choses. Je suis un peu au bord à chaque fois, pour me découper comme ça. Alors, Obsession. Obsession, on parle encore de lui, mais c'est pas possible. Mais oui, mais il continue à défrayer la chronique en termes de record d'entrée. Pour un film avec donc un budget quand même assez réduit. Film d'horreur que j'ai adoré, même si je ne suis pas un méga client des films d'horreur. Ici, on a une mise en scène de dingue, une manière de jouer avec nous, spectateurs, par des éléments, une forme de subtilité qu'on peut voir aussi là sur l'éclairage. On devine à peine le visage, donc il y a toute une partie, c'est à nous de nous emparer de ce mystère et qui crée quelque chose d'effrayant, potentiellement effrayant, des détails comme ça. Et je trouve que donc cette situation de départ très simple, il arrive vraiment à la faire vivre de manière extraordinaire jusqu'au bout et sans rien s'interdire. Obsession, grosse réussite, qui parle en creux de la masculinité toxique d'une manière tout à fait ludique quasiment. Donc belle réussite, et donc voilà, pour le coup je suis content de voir ce genre de film réussir. 750 000 $ de budget, c'est ridicule, et il en est déjà à 426 millions de recettes. Donc c'est un succès financier, un succès public, et donc nouveau record, donc cette fois en passant cette barre des 426, il devient le plus gros succès d'un film d'horreur original du 21e siècle, tout simplement. Original, c'est-à-dire qu'il vient pas d'une franchise, c'est pas une suite, etc. Voilà, il a battu des films comme récemment Sinners. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait comme gros film, je sais plus trop. Mais voilà, Sinners c'est quand même récent. Sinners, il y a eu des Oscars. Donc les gens qui sont derrière, Curry Barker, le réalisateur, peuvent se dire wow, 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 wow. Et d'ailleurs, justement, autre news autour du film, il parle d'une suite en film. Pour lui, ce concept de départ, cette petite, on voit dans les mains du personnage, cette petite boîte qu'il va lui permettre de faire un vœu, eh bien, permet de raconter plein d'histoires. Et donc, il a d'autres idées qui l'intéressent. Donc, il y a une suite en préparation. Et alors, une suite avec d'autres personnages. C'est toute l'idée, voilà, de pouvoir repartir de zéro sur le même concept, mais d'aller explorer un autre territoire. Et il a aussi envie de créer une série, parce que justement, il a apparemment cette prémisse, lui donne énormément d'idées et il a envie absolument de les explorer. Eh bien, allons-y gaiement, hein. Qu'est-ce que ça peut donner en série ? On ne sait pas, mais on le découvrira à un moment donné. Ensuite, Kane. Qu'est-ce que c'est Kane ? C'est ce personnage de Donnie Yen dans la saga John Wick. Là, on est dans une saga pour le coup. Donnie Yen, incroyable acteur, cascadeur, funambule des arts martiaux, qui est aussi réalisateur. Et donc justement, il y a un spin-off qui va se faire autour de lui, de son personnage, qu'il va réaliser lui-même. Et je dois dire que John Wick, j'ai déjà parlé, j'ai beaucoup de réserves sur le côté très sérieux de ce genre de film. J'ai plus de mal. Je suis pas très fan des gunfights, des tirs en pleine tête. Il y a une espèce de violence qui m'amuse moyennement. Après, il y a d'autres, il y a quand même des bonnes idées parfois dans cette série de films. J'ai regardé les 4. Et oui, il y a des séquences quand même qui sont assez incroyables. Notamment le début du 2, je crois, où il est plutôt en mode poursuite, enfin en mode je m'échappe, je suis fugitif. Et je trouve que c'était très réussi, la tension autour de ça. Il y avait moins de guns, plus de variété. Voilà, il y a d'autres parties, je crois que dans le 3 aussi. Et justement, dans le 4, on a ce personnage de Ken qui apporte les meilleures séquences. Et donc je me dis, un film autour de lui, oui.
Si on sort un petit peu le personnage de John Wick qui apporte pas grand chose, enfin en tant que personnage, il est pas. Comment dire, il est très fin comme personnage. Il a aucune vision, aucune volonté. Donc ça ne porte pas le film très loin. Elle me dit Kane, il y a déjà un petit peu plus d'éléments. Donc intriguant, très intriguant. C'est censé se passer après John Wick 4. Et voilà. Et on retrouvera aussi dedans l'acteur principal de Dragon, l'adaptation qui a été faite comment on appelle ça, en prise de vue réelle, même s'il y a beaucoup d'effets. Il va faire partie aussi de l'aventure Kane, et on sait sur John Wick que le 5 est déjà officialisé. Pas quand il va sortir, mais voilà. Beaucoup de news autour de cette franchise qui continue à cartonner. Ensuite, Fall 2. Alors ça c'est marrant, j'ai envie de vous parler de ce film, et pourtant je n'ai pas vu le 1. Mais le 1 m'intriguait et je compte bien le voir. Donc un survival des frères Spirig qui est... on avait ce que j'ai pu voir, deux jeunes femmes qui se retrouvent bloquées en haut d'un poteau, quoi, immense. Voilà. Et comment on fait? Donc j'aime beaucoup, moi, c'est ce genre de comment dire, de point de départ où on a très peu d'éléments à disposition. Le décor est ultra simple, ultra épuré. Et est-ce qu'on va réussir à construire un film d'1h30 là-dessus? Ça m'intrigue énormément. Et il y a déjà le 2 qui est prévu, qui sort donc en septembre, chez nous. C'est écrit en bas d'ailleurs. 2 septembre. Alors ça c'est peut-être la date US. Hein. Souvent nous, comme les sorties c'est le mercredi, ça peut se passer avant. On voit les films avant les Américains. Et par contre... Enfin pas par contre, le 3 est déjà prévu. Donc si le 1 est bien... Il y a peut-être une belle trilogie à se mettre sous la dent. Ensuite, on continue. News. On va se faire peur, mais on va rigoler. Scary Movie 6. Alors bon, je porte pas spécialement cette série dans mon cœur. J'avais dû voir le premier, mais bon, ça m'avait pas marqué plus que ça. L'équilibre, je sais pas, gag, ça marchait qu'à moitié sur moi en tout cas. Mais le 6 quand même, cette saga pareil, elle continue à perdurer de manière, on est au numéro 6 donc, existe toujours et de manière extrêmement vivante, puisque ce 6e opus, c'est tout à fait le meilleur démarrage de la saga quand même. 110 millions sur le première semaine ou premier week-end. Et pourtant les critiques sont mauvaises. Donc comme quoi le public lui a envie de voir ça. Il fait un bien meilleur démarrage que les maîtres de l'univers qui lui a fait 54 millions. Voilà, on est sur le double d'une vieille saga. Pourtant les maîtres de l'univers voulaient rebondir sur une vieille saga. Enfin une vieille marque on pourrait dire. Et ça ne marche pas. Et j'avoue quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit aïe aïe aïe, je n'ai pas envie de voir ça. Autre news autour de Jason Statham. Prochain film. Jason Statham Stole My Bike. Pourquoi news, pourquoi ça m'intrigue? Parce que derrière, il y a David Leitch, le réalisateur du pas terrible Atomic, mais du très fun Bullet Train et du génial Fall Guys. Donc forcément, son prochain film, je veux le voir. Alors d'ailleurs, au niveau chronologie, donc ça c'est... il y en a un qui sort avant, Comment j'ai braqué une banque, en septembre. Ce septembre, 9 septembre. Et l'année prochaine, en août, sort Jason Statham Stole My Bike. Alors voilà, est-ce que... Bon, j'avoue que j'ai vu des petits bouts de trailer, ça m'excite moins que Fall Guys. Fall Guys, c'est peut-être un peu un miracle, puisque le film parlait d'un cascadeur. David Leitch, c'est un ancien cascadeur qui est devenu réalisateur. Puisqu'à Hollywood, on ne savait plus trop faire des scènes très intéressantes en termes d'action, et ben forcément un cascadeur, lui, il a des idées. Paf, ça a été le strike. Voilà, c'est un peu un pote à... comment il s'appelle? Le gars derrière John Wick. Un peu même trajectoire. Et dans Fall Guys, il y avait cette maestria de voir cette espèce de côté méta qui sublimait le film entre des scènes d'action ultra marrantes, inventives, et puis l'histoire aussi du film avec Emily Blunt et Ryan Gosling, très marrant et réjouissant. Donc forcément, voilà, 9 septembre, je vais aller le voir, moi je pense, Comment j'ai braqué une banque. On verra s'il peut reproduire ce kiff, parce que par exemple Atomic, j'avais Atomic Blonde,
J'avais trouvé ça naze, l'histoire, ça marchait pas du tout. Par contre, oui, il y a un moment, une scène d'action en plan séquence qui est dingue, et ça, je veux bien la revoir, mais toute seule. Le reste, je trouvais que ça n'accrochait pas. Et Bullet Train, il faut que je le revoie parce que j'avais trouvé ça vraiment délirant. Et un peu foucard, du coup, la première fois, je sais pas trop à quoi m'attendre. Et la prochaine fois, je pourrais le savourer d'autant plus, à mon avis. News suivante, allez, on enchaîne. The Hunt for Gollum. Hop, là, on a déjà des visuels qui se créent. Alors moi je suis pas spécialement fan de la saga du Seigneur des Anneaux, mais fort est de constater que quand on a vu le Hobbit, j'ai dû voir le premier Hobbit, bon, et pourtant c'était Peter Jackson qui était revenu, mais bon, un petit peu contraint et forcé. On a quand même perdu quelque chose, et j'avoue que Gollum, moi c'est quand même vraiment mon personnage préféré, parce que dans le Seigneur des Anneaux, il y a ce truc très religieux en fait, du bien et du mal, les forces, machin, et ça me parle moyennement, mais Gollum, il y a une espèce d'ambiguïté, le truc qui le ronge, et ça me parle plus. Donc The Hunt for Gollum, qui en plus est réalisé par Andy Serkis, qui joue et rejoue à nouveau Gollum en performance capture, qui a fait des choses excellentes, notamment en performance capture dans la saga La Planète des Singes. Ce petit bonhomme, voilà, je trouve qu'il fait des choses très intrigantes. Et donc, qu'est-ce que ça peut donner en tant que réalisateur ? Il a déjà dû faire un film, mais là, j'ai jamais vu, donc je vais pas m'avancer comme ça. Et en tout cas, ce qui est intriguant aussi dans le Hunt for Gollum, c'est qu'il y a un mélange de nouveaux personnages et de personnages qui vont revenir. On sait que Aragorn va être joué par un nouvel acteur. Et on a Ian McKellen qui doit revenir pour jouer, donc comment il s'appelle ? Il n'y a personne ici, encore une fois, je ne sais pas pourquoi. Il y a des sessions de live où il y a du monde, et là il n'y a personne. Et du coup j'ai toujours un doute, est-ce qu'il y a un bug ? Ça a l'air de streamer. J'ai vu sur Discord, il y a quelqu'un qui m'a dit je suis là, et je vois qu'il y a 0 vue. Donc ah bon ? Je ne vois personne. Je voudrais être sûr que ce que je vois correspond à la réalité. Donc en tout cas, ce personnage m'intrigue plus, Andy Serkis, et donc ce mélange, on va revoir revenir donc le casting, Elijah Wood qui devra revenir aussi, et ils vont utiliser a priori du rajeunissement numérique pour pouvoir faire coexister les choses, car ça c'est censé se passer avant, je crois bien, le premier Seigneur des Anneaux. Puisque c'est Aragorn qui va partir à la recherche de Gollum pour l'interroger sur l'anneau. Et j'ai un AI viewer qui est là. Je sais pas à quoi ça sert, mais bon, j'ai Nia qui est là. Bonjour Lia. Et donc en dehors de The Hunt for Gollum, il y a un autre film qui doit arriver normalement. Autour du Seigneur des Anneaux. Ça n'arrête pas, ils veulent relancer le truc, ils se disent il y a encore des gens qui sont chauds. C'est sûr et certain. Ensuite, Digger, le nouveau film de Inarritu, Alejandro Inarritu. Alors lui m'avait déçu avec son dernier film que j'avais trouvé extrêmement poseur, très prétentieux, là sur Netflix. J'ai un budget limité, je fais un film de 5 heures qui est hyper lent, etc. Roma, c'est ça. Bon, il a toujours été un peu prétentieux, je trouve. Ah oui, je lance des mots comme ça, mais tant pis. Parce que même si j'avais bien aimé The Revenant, il y avait un truc sur cette fin complètement énigmatique. Mais malgré tout, il y a quand même une maestria de mise en scène. Une forme d'ambition qui m'intrigue toujours. Là, le film dure 2 heures normalement, à moins que la durée ait changé. Et avec Tom Cruise, Riz Ahmed, John Goodman, ça sort en septembre. Je suis tenté. Je vous annonce mon programme de ce que je vais voir. À un moment, vous aurez une critique sûrement. Voilà, je n'en sais rien. Je ne veux pas en savoir, comme je suis assez intrigué pour aller le voir. Donc en tout cas, il approche. Et dernière news cinéma. Ah, j'ai mal cliqué. J'ai fermé mes notes. Elles sont où ? J'essaie de retrouver. Voilà, pourquoi il y a tous ces fichiers ouverts à chaque fois ? J'avais tout fermé pour pouvoir retrouver facilement. Voilà, en tout cas, paf, on peut changer Godzilla Minus Zero, qui sort en novembre. Qui est la suite de Godzilla Minus One. J'étais allé voir, et effectivement, qui avait la qualité de proposer un beau Godzilla, déjà. J'aime bien le design, j'aime bien les effets.
de mélanger en quelque sorte film de guerre, puisque ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, hein, les années 40. Forcément Godzilla, nucléaire, c'est ça qui est censé lui donner naissance. Et qui arrivait à mélanger donc quand même le film de kaiju, de monstres géants, machin, mais avec un vrai film de guerre, des questions sur les kamikazes. C'était un peu ce qu'incarnait pour moi Godzilla dans le film, c'était plutôt la culpabilité du kamikaze qui à un moment peut-être renonce. Et donc ça devient un film plus intéressant, c'est un vrai sujet derrière. Et donc la suite m'intrigue forcément, vous en doutez bien. Je vais essayer de retrouver mes notes. Je vais les avoir sous les yeux. Bon, il me restait une série dont je voulais vous parler. Allez, on sait que ça sort en novembre. Voilà, si vous voulez avoir du monstre, ceux-là sont intéressants. Encore une fois, on est presque plus du côté du drame que du côté du juste monstre et destruction. Porn, quoi. Voilà, et pour ce final news série, la série Lucky. Qui sort donc sur Apple TV, comme vous pouvez peut-être le voir en bas, là, c'est légèrement tronqué. Intriguant, ce mélange. Donc l'actrice du comment ça s'appelle, pas le nom de la rose, mais l'histoire de la dame, le cœur du pic des échecs. Ouais. Pareil, je veux pas trop en voir. Simplement un mélange de dramaturgie puissante. Apple TV, ils ont quand même sorti des sacrées séries. Et donc forcément, quand ils sortent un nouveau truc, on est là un petit peu à se dire tiens, checker. Donc la news, c'est juste pour dire que ça sort et que c'est sur mon radar. Tac, et voir si j'ai une petite info supplémentaire. Et ensuite, on va pouvoir passer aux avis critiques de ces 2 dernières semaines. Tac, on vérifie. Normalement, c'est bon. D'ailleurs, j'avais noté aussi où est-ce que j'en étais dans les critiques dont je vous ai parlé. Et donc, le Godzilla, oui, il sort 2 ans après le précédent. Voilà, petite info supplémentaire. Et donc, ouais, le créateur, si ça peut être intéressant, le créateur de Lucky aussi, si je l'ai mis, c'est parce que c'est Jonathan Tropper, qui a fait des séries que j'ai pas forcément vues, mais dont j'ai pas mal entendu parler, notamment Banshee. C'est un nom qui revient très régulièrement. La série Si, que j'ai mis aussi dans ma liste, que je n'ai pas vue. Et Warrior, qui a l'air aussi de dépoter. Donc là, on voit l'affiche, on se dit ça dépote. Je suis intrigué, je vais aller voir ça. Voilà. Et nous, on va reprendre sur les critiques. Voilà pour les news, messieurs, dames. Nous allons pouvoir maintenant basculer en version... on va plutôt mettre des trailers pour parler des différents films que j'ai vus. Films et séries. Cette fois, il y a des séries, forcément. Il y en a moins souvent, puisque c'est plus long à regarder. Et oui. Tac, je me mets ma petite note aussi pour les films. Tac, pof, pif, pouf, ma liste. Et donc on va pouvoir commencer avec Résurrection de Bigan. Tac, voilà. Éblouissant, ouais, si vous voulez. Je vais me mettre l'affichage pour voir si vous avez ça correctement sous les yeux. Mode cinéma. Mode cinéma, c'est pas mal. Voilà. Ah non, je l'ai enlevé. Qu'est-ce que j'ai fabriqué? L'icône est bizarre. Hein. Alors, Résurrection. Bonjour, Progeur. Je n'ai jamais vu ton pseudo. Tu es le bienvenu. Mais peut-être que tu es déjà venu. Et je m'en excuse si je n'ai pas reconnu ton pseudo. J'ai une mauvaise mémoire des noms. Et les pseudos, ça va avec, malheureusement. Donc en tout cas, voilà, on attaque les avis critiques de tout ce que j'ai pu voir. La dernière fois, on s'était arrêté sur Jim Queen, un excellent film d'animation queer. Et on reprend sur Résurrection de Bigan. Alors Bigan, j'en avais entendu parler, il avait fait du bruit l'année dernière, ou il y a 2 ans déjà. C'était un film très long, il me semble. Mais voilà, grosse mise en scène. Donc forcément, ça m'intrigue toujours quand il y a de la mise en scène. Celui-là, pareil, il dure assez longtemps. On doit être sur 2h24. Je vous dis tout de suite, j'ai pas aimé. J'ai mis 1 sur 5. J'ai trouvé ça très prétentieux. Je trouve le film extrêmement excluant. Je me demande à qui il s'adresse, car
dès le début, vous avez des grosses références, des gros clins d'œil ultra cinéphiles. Ah, on retrouve la main de Nosferatu, de Murnau. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Déjà, le début du film est en mode muet. Mais en mode vraiment muet, c'est-à-dire vous avez les cartons pour les dialogues. Ce qui est quand même assez lourd comme mise en scène, même si ça peut se justifier. Mais je trouve que à travers le film, j'ai pas trop capté le... Je me suis dit, ah tiens, on parcourt l'histoire du cinéma, pourquoi pas, ça peut être un point de vue. Je me suis dit, tiens, une idée intéressante. Mais je trouve qu'on le perd après. Et surtout, il y a cette espèce effectivement, de mise en scène qui est absolument magnifique. Là, on le voit, les plans sont tous plus beaux les uns que les autres. Mais à un moment, il y a un spectateur, en fait. Il a besoin de suivre un petit peu des personnages, comprendre ce qui se passe. Moi, j'ai vraiment cette sensation de quelqu'un qui se sent au-dessus. Là, je fais quelque chose. Tiens, on l'a vu la main, là, d'ailleurs. Quelque chose d'important. Et donc, hop là, on a vu l'ombre sur le... On va essayer de choper ça. Tac, ah bah je l'avais. Le gars est mauvais, il l'avait, et puis la latence fait qu'il l'a plus. Il l'a plus, il l'a. C'est après leur course, voilà. Alors là, on est dans le comment on appelle ça? Pas le surréalisme. Mince, je perds le mot. Le néoréalisme néoréalisme italien. Le mince. Oh, ça va m'énerver de pas retrouver. Ouh, allemand. Bon, bref, cet expressionnisme allemand avec des ombres, des décors tordus, etc. Voilà, c'est quand tu fais des études de cinéma, tu passes forcément par des différentes grosses phases du cinéma, on va dire. Et voilà, là, bon, pourquoi pas, mais c'est-à-dire que le film s'adresse à des cinéphiles pointus, voire des historiens du cinéma. Parce que tu peux pas capter en fait cette référence si t'as pas fait suivi des cours, quoi. Alors pour moi, c'est le problème du film, c'est que en dehors, alors s'il y a des clins d'œil, des éléments comme ça que tu ne captes pas, mais pour autant que le reste du film te parle, ok, c'est une couche supplémentaire, j'ai rien contre, bien évidemment. Le film à la limite s'adresse à moi, puisque ayant fait des études, etc., j'ai capté certaines références, et le côté méta autour du cinéma, ça me parle. Mais malgré tout, je n'ai rien compris à ce qui se passait. C'est tellement ésotérique, si vous voulez, c'est tellement abscon, qu'à un moment donné, je décroche complètement, et j'ai juste envie de passer à autre chose. Donc Résurrection, non, très très beau, esthétiquement, voilà. C'est un beau travail esthétique, mais alors par contre, derrière, s'il n'y a pas un manuel pour t'expliquer... Voilà, donc moi j'aime pas du tout cette posture. On se met au-dessus comme ça, et donc 1 sur 5, on passe à autre chose. On va passer à quelque chose alors qui est complètement à l'opposé. Le Chant des forêts, qui est un documentaire déjà, qui a donc une forme, on pourrait dire, brute, qui est une forme assez directement captée du réel, qui n'est pas du tout... Alors, qui est esthétique pour autant, mais en tout cas, qui va juste essayer de capter la beauté qui existe dans le monde pour nous la porter, qui ne va pas façonner, et j'ai rien contre des gens qui façonneraient une belle image, attention, encore une fois. Et donc, voilà, complètement à l'opposé comme démarche, on est plutôt dans une démarche, on ralentit, on se pose. Justement, le film fait l'apologie, j'exagère un peu, mais raconte ce que c'est que l'affût. Tu te poses à un endroit, tu ne bouges plus pendant des heures, et tu laisses la nature venir à toi. Justement, il y a cette idée de vouloir profiter de ce spectacle, d'être immergé dans la nature, mais par contre de ne pas venir la perturber et interrompre son déroulement. Mais de profiter de sa beauté quand même. Et je trouve que le film réussit à transmettre cette manière de voir les choses qui est à l'opposé du monde d'aujourd'hui. Et je trouve aussi que le film n'en fait pas des caisses là-dessus. C'est-à-dire que il y a quelques petits... donc en fait, on voit... Il y a ça aussi qui est assez beau dans le film, c'est qu'on voit le grand-père, le père et son fils. Bon, c'est très masculin, on pourrait questionner ça, mais bon. C'est un autre sujet malgré tout. Il y a cette idée de transmission. C'est le grand-père qui a transmis à son père,
à son fils donc, et on voit le père continuer et le grand-père ensemble transmettre au fils cette vision des choses. De lui proposer de venir et de découvrir le grand tétra qui est en train de disparaître. Donc voilà, il y a un petit propos écologique, mais je trouve que c'est pas appuyé, c'est juste un constat de... C'est vraiment triste et dommage de voir cette beauté disparaître. On peut essayer peut-être de faire des choses, notamment de montrer cette beauté, pour transmettre l'idée de peut-être on veut pas que tout ça disparaisse, mais d'une manière très douce, quoi. Je trouve que ils sont tout le temps en train de chuchoter, par exemple, quand ils se baladent, pour justement ne pas impacter. J'avais lu d'ailleurs, dans l'excellent magazine Epsilon, l'impact des voix humaines dans la nature. C'est un des bruits les plus terrifiants dans la nature pour les animaux. C'est pas d'entendre un tigre qui va rugir, c'est d'entendre des humains parler. C'est ce qui leur fait le plus peur. C'est quand même terrifiant d'avoir cet impact. Voilà, donc en tout cas, très beau film qui oblige un peu à ralentir et à profiter de belles choses sans chercher justement un peu, comme je disais, c'est à l'opposé du film précédent, le spectaculaire. Ça devient spectaculaire, mais parce que on peut capter un moment spectaculaire directement de la nature. Mais on ne vient pas forcer, choper les animaux pour les forcer à faire un beau cadre. C'est parce qu'on a attendu, on a laissé cette beauté venir à nous qu'on arrive à en profiter. C'est une différence fondamentale et ce qui est très agréable dans le film. Parce que des documentaires animaliers, on en voit et... Là, il y a en même temps, vous voyez, cette manière, ils viennent dans le coin, se poser dans leur cabane, ils vivent... Ils vivent pas là, hein, mais le temps qu'ils restent, en tout cas, ils sont dans un mode de vie très simple, ils n'ont pas d'électricité, etc. Et puis voilà, ça fait ressentir le monde aussi, réfléchir au monde d'une autre manière. Ce que je trouve réussi dans le film. Pas juste de voir... des beaux plans d'animaux, c'est que ça raconte plein d'autres choses. D'une manière assez simple. Donc réussite, je vous conseille, si vous ne l'avez pas vu, Le Chant des Forêts. Très chouette. Ensuite, on va encore faire un grand écart. Salut Tomouf! Salut, ça va bien? Eh bien j'espère. J'espère que tu aimes Star Trek, puisque nous allons parler de Star Trek. Star Trek Premier Contact, qui est donc normalement... Alors là, ils mettent le film en entier. Moi, je veux juste un petit trailer. Est-ce qu'on a 3 minutes? Ça, j'ai l'impression que c'est une scène. Pourquoi pas? On peut mettre un peu les deux. Alors, donc Star Trek, ce que j'expliquais, c'est que je me fais une intégrale Star Trek. J'ai découvert tardivement. Et j'aime beaucoup ce qui est fait dans Star Trek. Et notamment, cette profondeur humaniste qu'on retrouve systématiquement et un foisonnement d'histoires qui sont à chaque fois toujours intéressantes et je découvre avec joie toutes ces séries. Alors comme je disais, je regarde pas toutes les saisons de chaque série parce que là c'est impossible, mais je regarde la première saison de la série plus quelques épisodes emblématiques et comme ça devient faisable de regarder tout. Et donc j'enchaîne aussi, j'alterne avec les films, je les regarde dans l'ordre de sortie, et donc Star Trek Premier Contact qui est sorti en 97, avec comment dire, on appelle ça l'équipage qui vient de la série Next Generation, il y a un décalage. Il y a la série originale qui a eu le droit à 6 films, ensuite il y a eu la série Next Generation qui est sortie, donc on voit là les différents personnages, qui ont eu le droit à 3-4 films, et ensuite il y a eu le reboot avec Chris Pine. Donc les séries Deep Space Nine, Voyager, Enterprise et je sais plus trop quoi n'ont pas eu de film. Voilà, donc là c'était le deuxième film Next Generation, sachant que le précédent avait une espèce de transition, il y avait encore le Captain Kirk dedans. Là on est vraiment full Next Generation. Les effets montent d'un cran. Je trouve qu'il y a un bon mélange, je pense qu'il y a encore de la maquette. Et voilà, c'est un peu plus spectaculaire. Voilà, bon, on est dans des explosions dans l'espace, moi ça me va très bien. Il y a un côté Star Wars, clairement, dans quelques scènes, même si c'est moins carré en termes de mise en scène des combats, etc.
c'est pas le point central de Star Trek. Hein. Mais donc celui-là, je trouve que c'est pas le plus réussi, en tout cas, Premier Contact. Je trouve que les personnages, ils font venir tout le monde, mais ils servent pas à grand-chose. Notamment les personnages féminins, on les a mis là, mais dès qu'il y a un peu un truc important, on les met de côté. C'est dommage, je trouve que Star Trek, au contraire, avait une bonne manière d'aborder la différence. Mais donc, la variété de genres et de personnes, là, je trouve l'intrigue un peu faible. Il y a une histoire temporelle. Premier Contact, donc c'est cette... comment on appelle ça? Pas cette prémisse, mais... c'est le fait de ne pas... Quand on découvre une nouvelle espèce, ils ne doivent pas interférer et modifier les choses. Et là, ils sont obligés un petit peu de trafiquer avec le temps parce que les Borg veulent faire disparaître... venir dans le passé pour empêcher l'humanité de pouvoir voyager dans l'espace. Ça peut donner un truc chouette comme ils l'ont déjà fait dans d'autres films ou séries. Là, non, je trouve que c'est moyen celui-là. Ça reste du Star Trek, mais ouais, moins les personnages, moins d'équilibre entre les différents personnages, leur présence. Et même s'il y a un méchant qui est pas mal, je trouve que c'est moins bien ficelé, donc un peu dommage. Ensuite, alors, on va parler... Bon, là, on est plus sur ce qu'on peut appeler un téléfilm. Shamuxland, est-ce que je vais pouvoir trouver quelque chose? Ouais, on va mettre ça. Un sketch show. C'est le deuxième. Ils sont sortis assez rapidement, là, sur Canal. Hop. Est-ce que ça va marcher? Ça serait bien qu'il y ait quelques images, ce serait plus sympa. Shamoux, elle est là, Shamoux. Et ben ça reprend la même formule, je trouve un peu moins réussi, notamment il y a les sketchs musicaux comme il y avait dans le premier, qui est un peu moyen écrit, je trouve. Il manque un peu de rythme. Ça reste funace, ça reste chouette de voir différents personnages avec cette petite sujet féministe à l'arrière. Ça permet de parler de sujets importants aussi et de pouvoir en rire, hein, je trouve. C'est une manière d'aborder tout ça. Voilà, une vieille par exemple. Tout le monde se fout des vieilles. Voilà, donc moi je le trouve quand même fun, hein, si vous voulez passer un petit moment sympa. Changer un peu de style d'humour. Allez-y, même si voilà, le premier je le trouvais un peu plus savoureux, un peu plus piquant, un petit peu mieux fini, mais on retrouve quand même, vous voyez, une DA qui est chouette. Il y a un accent, vous voyez, mis quand même. La production pour les trucs comiques a énormément monté et j'apprécie le soin au décor. C'est très marrant, le soin au décor et au costume pour, entre guillemets, des sketchs. C'est quand même plaisant. On peut mettre les moyens dans la comédie. On enchaîne avec The Darrell Dixon Show. Alors là, on est sur quel... j'aurais pas me spoiler, parce que moi j'ai vu que les deux premières. Là, sur saison 2. Darrell Dixon saison 2. Donc j'avais été déçu par ce spin-off. Je trouvais ça un peu bizarrement construit. L'avantage, c'est qu'il n'y a que 6 épisodes. Donc c'est assez rapide. Ouais, je crois que ça a l'air de ressembler à la première saison, ça. Comme il précise pas, ouais. Il y avait un côté très carte postale de la France que je trouvais bon, un peu... On retrouve les images du documentaire, vous voyez. Carte postale du Mont-Saint-Michel un peu partout. Truc religieux, ça me... l'élu, machin, ça me parle pas trop, voilà. Par contre, la 2, effectivement, ils ont vite fait revenir Carol dans la saison 2. Et ben ouais, il y a un truc qui... Déjà, ça permet d'avoir une histoire en parallèle. Excusez-moi. Ça augmente la dynamique. J'ai eu le temps de connaître mieux les personnages, donc ça me parle un peu plus ceux qui étaient déjà présents. Ils ont essayé de faire un petit effort. Il y a plus de gens qui parlent français. C'est censé se passer en France, tout le monde parle en anglais, ça me saoule. Là, il y a un peu plus de gens qui parlent quand même en français. Ça rend le truc un peu plus crédible, hein. C'est pas juste pour... c'est plus crédible. Ça prend je trouve, dans la saison 2, et notamment le final. Je trouve bien une bonne idée. Je vous dirai pas plus, hein. Vous savez, ici, il n'y a pas de spoil. Hein. J'essaie de vous raconter un maximum pour vous donner une idée. Est-ce que ça peut vous intéresser ou pas, mais on reste sans spoil.
Donc très intrigué, parce que encore une fois, il y a que 6 épisodes, ça va vite. Je suis chaud pour voir la saison 3 et voir si ça progresse, ça reste au moins là, voire progresse, ce serait cool. Et on sait qu'il n'y en a que 4, au moins l'histoire va être terminée proprement. Ça c'est cool aussi. Ensuite, j'ai vu, on est dans les 2, saison 2, et ben on va être dans un film numéro 2, Nobody 2. Excellent Nobody. Alors, tac, on a une bande-annonce ici. Nobody de Ilya Schuller, Neil Schuller, le fou derrière Hardcore Henry. Très très stylé film avec le fameux acteur de Better Call Saul. Donc qui se révèle être un actionneur. Vous voyez, hein, le mec il s'est tapé, attention. Et donc, dans le premier, il y avait vraiment la découverte, le réveil de personnages qui est un peu excitant et tout. Dans le 2, alors, les 3/4, j'ai trouvé ça assez cool. Et finalement, ça me laisse un truc un peu moyen dans la mesure où ça ressemble beaucoup en fait. C'est vraiment un décalque, je trouve, une sorte de remake presque du premier. Situation un petit peu différente. Et je trouve que le final notamment est raté. Cette grande scène de fin, là, on la sent venir et puis elle est un peu mal foutue. Donc ça fait un espèce de petit... un petit peu sur la fin, donc un peu dommage. Un peu prétexte, je sais pas, je suis un peu mitigé. Vous voyez, on sent que le gars est mitigé. J'ai bien aimé certains moments. Je trouvais que ce qui est un peu dommage, c'est je sentais plutôt le film prendre son temps sur la première partie, justement, de construire les enjeux. Donc ça, j'aimais bien. On laisse un peu de place au personnage. On construit pour faire monter un peu la sauce. Ça, c'est bien, parce que forcément, ça fait plus mal si on a eu le temps de voir les personnages s'épanouir. Et puis, plaisir, Sharon Stone de l'avoir dans ce personnage, c'était une bonne surprise. Mais par exemple, le grand-père, là, ça fait vraiment du fanservice, quoi. Ah, vous avez bien aimé revoir Christopher Lloyd revenir là. Enfin, dans le premier, c'était une excellente surprise. Mais en fait, on n'a rien à faire avec ce personnage. Donc, il est là parce qu'il faut qu'il soit là, mais ça fait vraiment artificiel. Ça, j'ai trouvé ça dommage. Voilà, je vais mettre pause pour pas vous en montrer trop quand même. Si vous voulez voir, si vous avez aimé le premier, je reste dans un entre-deux. On est plutôt sur un 3 sur 5. Elio, Pixar, que j'avais raté. Je me demande s'il était sorti en salle ou pas, celui-là. Parce que ils nous ont habitués à ne plus le faire systématiquement. Ou alors il n'y avait pas de VO. Donc j'étais pas allé le voir. Nous avons un petit gamin qui rêve d'espace. Et d'ailleurs, je vous ai parlé il y a 2 semaines de la série Star Trek Voyager. Et excellent clin d'œil dans ce film à travers la VO. Je regarde en VO. Vous avez à un moment le personnage du gamin qui va dans un musée dans lequel on parle de la sonde Voyager. Et vous savez, c'est de planétarium, il y a une projection qui s'affiche, il y a une voix qui vient expliquer un peu. Et la voix, justement, c'est la capitaine du Star Trek Voyager. Voilà, quand tu l'as vu la série en VO et que tu vois le film en VO, je sais pas si en VF ils ont fait le clin d'œil. C'était assez savoureux de faire ce lien entre les deux. J'ai apprécié. Et le film, je le trouve très cool. Je sais pas comment en parler. Parce que je l'ai vu il y a trop récemment, je ne sais pas. J'ai bien aimé cette aventure, c'est marrant parce qu'il y a un côté aventure, espace, machin, mais finalement, il n'y a pas tant d'aventure que ça dans la mesure où on est dans un lieu ou dans l'autre. C'est plutôt une idée de rencontre, un gamin un petit peu qui est orphelin, qui sait pas trop... il trouve pas sa place sur Terre, donc il la cherche ailleurs. Et à travers des rencontres, il va finir par trouver sa place. Il est sorti au cinéma, mais il a flop. Et pourtant, c'est pas on peut pas dire que ce soit un mauvais film, hein. J'ai plutôt kiffé. Donc pourquoi flopper ? Pas le bon truc. Peut-être pas sorti le bon film au bon moment. Là, ça, c'est difficile de calculer, hein. Parfois, c'est étonnant. Les résultats au box-office. Mais donc,
Moi, je vous le conseille, en tout cas. J'ai bien aimé. Il y a pas mal d'idées stylées sur les espèces. Je sais pas, il y a peut-être un truc qui j'arrive pas à identifier encore. Qui clipse pas totalement ou qui se révèle pas totalement à travers le film. Mais non, j'ai bien aimé quand même. Il va falloir du temps pour identifier peut-être. Faudrait que je le revoie. Ensuite, qu'est-ce que j'ai vu? Donc, Mortel Raclette. Alors, Mortel Raclette. Alors là, on repasse en VF total. Est-ce qu'on va avoir ici bande-annonce? Tac. Mortel Raclette, alors c'est une grosse farce. C'est un téléfilm réalisé par François Descraques, le fou furieux derrière Le Visiteur du Futur. Alors, il l'a pas écrit. Et j'avoue, ça se sent un peu. C'est l'histoire donc d'un tournage porno dans un chalet, voilà. Et on a comment on appelle ça, une gestionnaire d'intimité qui fait partie du voyage. Je sais pas, je trouve ça. On est entre deux eaux. C'est-à-dire que pour moi, on n'est pas du tout dans un truc réaliste, hein, vous voyez. Donc faut y aller. Et c'est un peu léger, je trouve. Ça va pas assez loin. Vous voyez. On est dans un entre-deux qui n'est pas assez marqué à mon sens pour que ce soit vraiment délirant marrant. Et en même temps c'est un peu marrant quand même, mais voilà, y a des personnages on a vu qui sont pas tous très réussis. Ou le débile, voilà, le rôle du débile, bon, c'est pas super écrit ou voilà, ou alors faut réussir à faire mieux la partie slasher du truc. Donc non, j'ai trouvé ça moyen vraiment. Voilà, c'est assez propre mais moyen, ça va pas plus loin que ça. Par rapport au film suivant, qui lui par contre est foucard, Beyond Infinite 2 Minutes. Alors là, il faut que je vérifie quand même le nom du film. Ce que j'ai vu, donc ça c'est un film plus vieux, 2020. J'ai vu plus récemment au cinéma son donc dernier film a priori, à moins qu'il y ait un gros décalage avec les sorties japonaises. Junta Yamaguchi. Comment il s'appelle son dernier film? En boucle, tout simplement. 2023, vous voyez. Et il est sorti l'année dernière chez nous. En fin d'année. C'était donc l'histoire d'une petite en boucle, l'histoire d'une boucle temporelle, une toute petite boucle. Ça se passait dans un espèce de pas de restaurant, d'hôtel traditionnel japonais, un peu en dehors du monde moderne. Il n'y a quasiment pas de réseau, je crois. Au bord d'une rivière, et puis donc il y a tout ce personnel qui est là pour s'occuper des gens, leur prendre bien soin, gentiment. Et il y avait un gros délire de boucle temporelle. Ils se rendent compte que comment on va faire pour sortir de là, et c'était ce mélange très science-fiction avec très tradition était assez chouette. Et en plus, c'était fait par plein de petits plans séquences de 3 minutes. Je sais plus quelle était la durée de la boucle, très courte. Et ce mélange de plan séquence SF tradition était vraiment chouette. Et bien son film donc précédent, Beyond the Infinite 2 Minutes, je pense pas qu'il soit sorti chez nous au cinéma, qui date de 2020. C'était son premier film, et entre ça il a fait les séries. Male Copywriter, 30,000 Seconds in a Day. Il y a un truc très temporel chez cette personne qui est complètement dingo. Ça, je vous conseille de le voir. Moi, je l'ai vu comme ça sans savoir. On est toujours sur un délire temporel. Et je trouve ce qui est très fort, c'est qu'avec peu d'éléments, j'imagine même pas le délire pour écrire ça, pour pas se mélanger et tout. Il y a encore une sensation de plan séquence. Je me demande si c'est pas un plan séquence entier d'ailleurs. Je suis pas certain, mais il y a des moments, il se rapproche beaucoup d'un écran, donc il peut y avoir des transitions cachées à cet endroit-là, mais il y a l'idée d'un plan séquence. Et il y a une folie comme ça, une toute petite boucle. C'est ça qui est très marrant, je trouve, c'est que la boucle, elle dure que 2 minutes. Et malgré tout, il arrive à créer un drame. De la dramaturgie avec ça, avec très peu de choses. Il arrive à aller très loin dans ce délire. Donc, je vais pas en montrer trop.
Et pour pas vous dévoiler, mais ça faut pas le rater vraiment si vous aimez les délires un peu SF temporel. Beyond the Infinite 2 Minutes, vous me le notez tout de suite. Le film dure pas longtemps, il dure 1h10 à peine. Et ça fait partie des trucs qu'il faut voir absolument. Et si vous aimez, allez voir En Boucle qui est plus... comment dire ? Là on est beaucoup dans la mécanique et le délire autour de cette mécanique, même si ça raconte quand même une petite histoire. Dans En Boucle, il y a un peu plus de personnages d'arc narratif, et donc c'est un peu plus étoffé à ce niveau-là. Et tant mieux, il continue d'explorer des dispositifs foucards, et en même temps, il va essayer de raconter plus de choses à travers ça. Ensuite, alors il y a les jeux que j'avais, les démos que j'ai faites, on peut peut-être mettre de côté. Voilà, pour les critiques, c'est pas mal de se finir là-dessus, je trouve. Et en plus, il va être 14h, et justement, on va passer aux démos. Donc c'est parfait. Là, on va pouvoir tranquillement dire au revoir, mais sans se quitter, bien sûr, à ceux qui sont là pour la fin de cette partie ciné-série qui va être rediffusée en VOD sur la chaîne qui s'appelle toujours le Voxel VOD. On va devoir fusionner. On a fusionné le programme cinéma-série. Le live, il se fait en une fois chaque semaine. On va fusionner les chaînes. Il faut que je fusionne tout. Tomouf est toujours là. Excellent. Je m'étais mis quelque part le générique de début qui sert de générique de fin pour pouvoir vous dire au revoir proprement. À très bientôt. Alors la semaine prochaine, que je dise pas de bêtises, parce que là il y a les vacances, vous savez, c'est l'été, c'est un peu le bordel. Nous sommes le 16. Si la semaine prochaine, il y aura encore un stream, je vais vous le faire, je pense, le vendredi, pour garder cette fenêtre habituelle. Par contre, ensuite, il y aura 2 semaines sans rien. Eh oui, c'est comme ça. Bah oui. À un moment, il y a une petite pause de vacances. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Bisous, à bientôt.